Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 17 janvier, je vous propose de nous intéresser tout d'abord aux élections générales qui auront lieu en mai prochain en Thaïlande, où la fille de l'ancien Premier ministre exilé vient de se déclarer candidate. Nous reviendrons ensuite sur la signature d'un accord préliminaire entre les États-Unis et les Palaos qui vise à renouveler l'accord de libre association entre Washington et l'archipel du Pacifique. Nous irons ensuite en mer de Chine méridionale, où la Malaisie et le Japon ont effectué la semaine dernière des exercices conjoints de garde-côtes visant à former les garde-côtes malaisiens à protéger leurs eaux des navires chinois. Laos ensuite, où le gouvernement peine à endiguer la terrible inflation qui sévit dans le pays et atteint presque les 40%. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en Chine, où tous les professionnels du secteur du journalisme devront, à partir de juillet prochain, passer un examen national pour vérifier leur loyauté envers le Parti communiste chinois, sous peine de devoir renoncer à leur profession. En Thaïlande, la fille du milliardaire et ancien Premier ministre exilé Thaksin Shinawatra et chassée du pouvoir par un coup d'État en 2006, s'est dite prête à se porter candidate pour le poste de Première ministre lors des élections législatives qui auront lieu le 7 mai prochain. La nouvelle loi électorale thaïlandaise permet au parti d'annoncer à l'avance jusqu'à 3 candidats au poste de Premier ministre. Présidente du parti Pheu-Thai, parti populiste de centre-gauche fondé en 2008 pour remplacer le parti au pouvoir populaire alors au pouvoir et en passe d'être dissous par la Cour constitutionnelle et qui était lui-même la réincarnation de l'ancien parti Thai Rak Thai de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra. Paetongtarn Shinawatra, 36 ans, est aussi la nièce de Yingluck Shinawatra, ancienne Premier ministre arrêtée en 2014 lors du coup d'État orchestré par le Premier ministre actuel, le général Prayut Chan-o-cha. Ce dernier avait ensuite fait adopter une constitution à son avantage, y compris avec un processus électoral qui reste encore aujourd'hui défavorable à l'opposition. Paetongtarn Shinawatra est pour l'instant en tête des sondages depuis plusieurs mois et représente une rivale de taille pour Prayut Chan-o-cha, qui cherche à se maintenir au pouvoir malgré une session fin 2022 du Parang Pracharat Party, à l'origine créé comme un parti du gouvernement et dont il avait été le candidat lors des élections de 2019. Prayut a ainsi récemment quitté le Parang Pracharat Party pour rejoindre le United Thai Party et espère se maintenir ainsi au pouvoir. La scission a divisé le parti entre les partisans de Prayut et ceux du premier vice-premier ministre, Prawit Wongsukhson, qui prônent un rapprochement avec le Pheu-Thai. Mais interrogé sur une éventuelle alliance avec le Parang Pracharat Party, Paetongtarn Shinawatra a déclaré que le Pheu-Thai travaillerait seulement avec un parti qui défend la démocratie et qui prône des politiques compatibles avec celles du Pheu-Thai. Notons que les élections du 7 mai visent à renouveler les 500 sièges de la Chambre des représentants thaïlandaise, qui compte actuellement 116 députés du Parang Pracharat Party, 136 du Pheu-Thai, 81 du parti Move Forward, 53 du Parti démocrate ou encore 51 du Parti de la fierté thaï. Les États-Unis et les Palaos ont signé jeudi dernier à Los Angeles un protocole d'entente, un accord préliminaire en vue de la signature d'un 3e traité de libre association entre les deux pays. Washington entretient des relations de libre association avec 3 pays du Pacifique, les États fédérés de Micronésie, les îles Marshall et les Palaos, en vertu d'un traité de libre association signé pour la première fois en 1986. C'est le ministre des Finances palouan, Caleb Oudoui Jr., qui a été envoyé pour mener les négociations avec la partie américaine au nom de la République des Palaos, avec qui l'accord actuel arrivera à expiration le 30 septembre 2023. Le président des Palaos, Surangul Whipps Jr., a déclaré mercredi, lors de la signature,
que la relation entre les Palaos et les États-Unis devait être un partenariat, reconnaissant aussi que les Palaos, je cite, offrent une importance stratégique en termes de stabilité dans la région et assurent des droits de défense aux États-Unis. Car le traité de libre association laisse en effet la responsabilité aux États-Unis d'assurer la sécurité et la défense de l'archipel, tout en offrant à l'armée américaine l'accès exclusif à son territoire et à son espace aérien et maritime, ce en échange d'une aide économique et de certains droits, de travail, de résidence notamment, pour les citoyens palouans sur le territoire américain. Notons que la signature du traité, ou plutôt son renouvellement, est perçue comme un marqueur important de l'engagement américain dans la région du Pacifique, où la Chine cherche à gagner en influence aux grandes dames de puissances régionales telles que l'Australie. Les gardes-côtes japonais et malaisiens ont organisé la semaine dernière des exercices conjoints de 4 jours en mer de Chine méridionale. Lors des exercices, l'agence japonaise des gardes-côtes a formé le personnel malaisien à l'utilisation de canons à son, des dispositifs acoustiques longue distance qui permettent d'émettre des sons particulièrement audibles dans une direction précise. Le Japon a fourni 4 canons à son à la Malaisie qui permettront à l'avenir d'équiper des bateaux de patrouille malaisiens. Le but des exercices, qui se sont achevés vendredi dernier, était de s'entraîner à expulser des eaux malaisiennes des navires étrangers qui entreraient sans permission dans la zone économique exclusive de la Malaisie. Le Japon a déclaré en outre que les exercices visaient à assurer la sécurité maritime et la sécurité du commerce international dans cette partie de la mer de Chine méridionale, stratégique pour beaucoup de pays et notamment pour le Japon, dont une importante part du commerce international et des ressources énergétiques passe par ces eaux-là, où patrouillent de plus en plus de navires chinois, des navires militaires, mais aussi des bateaux de garde-côte et des bateaux de pêche. Il faut aussi rappeler que la Chine revendique l'immense majorité des eaux de la région, des zones qui empiètent sur les zones économiques exclusives du Brunei, de la Malaisie, des Philippines, du Vietnam ou encore de Taïwan. Radio Free Asia a cité des chiffres du gouvernement malaisien datant de 2020, selon lesquels 89 intrusions de bateaux de la marine et des gardes-côtes chinois avaient été observées dans la région de mer de Chine méridionale entre 2016 et 2020, avant d'être chassées par la Malaisie. Au Laos, le nouveau gouvernement tente d'endiguer une inflation qui a approché en décembre dernier les 40%. La situation économique alarmante du pays a poussé le Premier ministre Phongkham Viphanan à démissionner de son poste, officiellement pour des raisons de santé, le 30 décembre dernier. Le Laos a en effet connu en décembre 2022 un taux d'inflation de 39,3%, accompagné par une forte dévaluation du kip, la monnaie locale, et par un taux de chômage inquiétant d'environ 25% de la population en âge de travailler. Le nouveau Premier ministre, Sonexay Siphandone, a affiché comme but prioritaire le contrôle de l'inflation, que le gouvernement espère limiter à 9%, et la hausse de la croissance. Pour cela, le nouveau gouvernement a interdit la semaine dernière l'importation de certains produits alimentaires et en particulier des produits cultivés localement. Le Premier ministre a également ordonné la fermeture de tous les bureaux de change en dehors des banques et espère que le retour des touristes chinois, après la réouverture des frontières, permettra de stimuler la croissance économique du pays. Radio Free Asia a rapporté que les journalistes chinois devront bientôt, à partir du 1er juillet, passer et réussir un examen national pour prouver leur allégeance au parti, sous peine de perdre leur droit d'exercer et leur carte de presse. Un examen similaire avait déjà été introduit en 2020, mais ce nouvel examen de niveau national s'applique désormais à toutes les personnes travaillant dans la collecte d'informations ou dans la rédaction qui obtiendront, après avoir réussi ce test, un certificat de journalisme. La directive de l'Administration nationale de la presse et des publications, qui date du 30 décembre, indique que les candidats doivent, je cite, soutenir le leadership du Parti communiste chinois, étudier consciencieusement, publier et appliquer la pensée de Xi Jinping sur le socialisme à la chinoise de la nouvelle ère, mais aussi résolument appliquer la théorie, la ligne, les principes et les politiques du parti, et adhérer à la direction politique correcte et à la supervision de l'opinion publique. De plus, a précisé Radio Free Asia, tous les journalistes qui ont un historique de pratique éditoriale ou de collecte d'informations, je cite, malsaines, seront recalés automatiquement.
et les journalistes devront repasser le test tous les 5 ans afin de renouveler leur carte de presse. Et ceux qui ratent l'examen n'auront pas d'autre choix que de changer de carrière. Cette directive s'inscrit dans une tendance de répression et de contrôle grandissant des métiers du journalisme en Chine, qui s'est accentuée sous le règne de Xi Jinping et où les différents médias sont considérés comme un outil de propagande et comme la voix du parti. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.